Un son, un souffle, un photon. Rien ne nous échappe. Les sens sont en perpétuel éveil. Ils ont une capacité incroyable, récoltant un flux infiniment grand de données. Ils scannent l'environnement en permanence. Mais nous ne sommes pas au maximum de nos capacités. Nos sens sont même assez limités, basiques, ordinaires. Nous les contrôlons à peine. Pourtant, leurs pouvoirs sont presque à notre portée. La science ouvre aujourd'hui un nouveau monde de capacités sensorielles. Développer nos sens au-delà de ce que nous a fait entrevoir la science-fiction. Accroître la perception. Multiplier les capacités. Rendre supportable ce qui ne l'est pas. Retrouver des sens perdus. Ça n'arrivera plus jamais. La vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat. Les 5 sens envoient des messages sensoriels à une vitesse de 430 km/h au cerveau. Les 2 hémisphères cérébraux traitent 11 millions d'informations par seconde. Un travail imperceptible et pourtant permanent. Ce flot continu d'informations est trié, analysé par le cerveau. C'est lui qui dirige les sens, les organise, les améliore sans l'aide d'aucune intervention technologique. Et si un sens vient à manquer, le cerveau compense alors naturellement en augmentant la perception des autres. Le rôle de notre cerveau, c'est de nous donner une image du monde extérieur à partir de ces informations apportées par tous les sens. Autrement dit, votre cerveau, c'est le chef d'orchestre. C'est là que se construit la représentation du monde. John Bramblitt est devenu aveugle à 30 ans à la suite de plusieurs crises d'épilepsie qui ont endommagé son cerveau. Pourtant, aujourd'hui, il est un peintre renommé dans le monde entier. Enfant, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, mais la peinture m'a beaucoup aidé. Quand ça n'allait pas, je faisais de la peinture et ça me changeait les idées. Quand ça allait bien, la peinture me permettait d'en profiter encore plus. Donc, que ça aille bien ou mal, je me tournais vers la peinture. Quand j'ai perdu la vue, j'ai cru que tout était perdu. Je me suis dit que je n'allais plus rien découvrir et que j'étais fini. Il n'y avait pas d'espoir. Bon chien! Et puis, je me suis dit que si j'arrivais à trouver mon chemin dans notre monde 3D insensé, je devrais pouvoir retrouver mon chemin sur la toile. Je me suis dit que si je pouvais tracer des lignes et les sentir, comme je sens tout ce qui m'entoure, si j'arrivais à préparer les peintures de manière à les différencier, alors je pourrais reprendre la peinture. Et c'est ce que j'ai fait, tout en me disant que j'étais fou. J'ai cru que j'étais fou car je ne connaissais aucun peintre aveugle. Je ne me suis jamais dit que quelqu'un verrait mes tableaux. Je ne pensais pas à ça. J'avais besoin de faire quelque chose pour m'occuper l'esprit et m'aider à renouer avec le monde alentour. John Bramblitt a développé le toucher avec une précision telle que ses doigts remplacent aujourd'hui ses yeux. Quand je peins, je sens les lignes. Donc, s'il y a une ligne qui va dans ce sens-là et qui croise une ligne qui va dans ce sens-là, je sais exactement où je suis. C'est le seul endroit sur la toile où ces lignes se croisent. En touchant, j'arrive à me repérer sur la toile. Je varie la texture des couleurs. Le noir est assez liquide. On dirait de l'huile. Le blanc est très épais, comme du dentifrice.
C'est un moyen facile de différencier les couleurs, car nos doigts possèdent 200 récepteurs sensoriels. Donc, on est capable de sentir le moindre petit changement au niveau de la texture. On sent la différence. Nos mains sont faites pour ça. Comment John Bramblitt peut-il peindre avec le sens du toucher? Selon Laurent Cohen, professeur des universités en France, c'est parce qu'il voit avec les yeux de l'esprit. Je trouve que ce qui est frappant là, c'est qu'il a un cerveau de voyant. Il avait vu avant de devenir aveugle. Autrement dit, il sait ce que c'est qu'une couleur, il sait ce que c'est que voir un objet devenir petit quand il s'éloigne dans la distance, etc. C'est un peu comme si vous fermez les yeux et que vous ne pouviez plus les ouvrir, mais ça vous laisse cette connaissance et cette machinerie de la vision. Mais le cerveau peut-il enregistrer et restituer toutes les nuances des couleurs? Dans mon esprit, je vois le tableau. J'ai une idée très nette de ma peinture. D'ailleurs, les couleurs que je vois dans mon esprit sont sûrement plus éclatantes que sur le mur. Les couleurs ne sont pas uniquement faites pour être vues. On les sent, il y a des émotions. C'est une vie éternelle qu'on peut partager avec d'autres gens. Parmi toutes ses œuvres, ma préférée est mon portrait. J'étais sidérée, car il ne m'avait jamais vue et c'était très ressemblant. Il a palpé mon visage, c'était amusant. Mais il a capturé bien plus qu'une reproduction fidèle de moi. Si John Bramblitt réussit à voir ses tableaux avec la pulpe de ses doigts, c'est grâce à l'étonnante capacité d'adaptation du cerveau. Si vous perdez un sens, le cerveau se réorganise. Il augmente les autres sens. Il fait une mise à jour pour optimiser ses performances. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. On a développé, avec l'évolution, depuis des millions d'années, un cerveau qui est fait pour se débrouiller dans le monde tel qu'il est. Si on est aveugle, si on est sourd, on fait avec les sens qui nous restent. Donc, même quelqu'un qui est aveugle, il a une représentation du monde qui est d'une richesse égale à celle qu'a quelqu'un qui n'est pas aveugle. John Bramblitt ne peint pas seulement des toiles. Ce Texan dessine également sur les murs. Et dans ce cas, il voit les choses en très grand. Ce serait pas mal dans l'obscurité. La femme va venir se positionner contre le bâtiment. La peinture murale m'a procuré une nouvelle expérience. Je peins en sentant la toile. Mais avec le mur, le défi était que je ne pouvais pas le toucher en tout point. Même avec une grande toile, en quelques pas, on peut en faire le tour. Avec un mur, c'est impossible. Comment John Bramblitt arrive-t-il à peindre des murs? Aveugle ou non, la réponse est la même. Il a dû apprendre pas à pas. Souvent, il y a une phase initiale d'apprentissage qui est une phase qui demande beaucoup d'efforts. Quand un enfant apprend à lire, par exemple, ou quand un dessinateur apprend à dessiner, à voir avec ses mains. Ensuite, les choses s'automatisent. Une fois que c'est automatique, on n'a plus besoin d'y penser, on n'a plus besoin de faire d'efforts, on n'a plus besoin de volonté. Ça entre tout seul. J'avais peint le tableau sur une toile et je l'avais avec moi dans la nacelle. Ce qui est bien, c'est que comme c'est un bâtiment, il y a des briques avec un quadrillage. Il y a des fenêtres et des gouttières par endroits. Donc, je peux m'en servir pour m'orienter. C'était un défi. Grâce à la richesse du cerveau humain, John Bramblitt est aujourd'hui capable de peindre partout, sur n'importe quelle surface. Être aveugle ne sera jamais pour lui un handicap. Le seul moment où je me sens en paix, c'est quand je suis devant un chevalet. C'est le seul moment où je contrôle la situation. La pièce pourrait prendre feu. Je me sentirais quand même bien, car c'est le seul endroit sur Terre où je me sens en paix. J'ai un cerveau incroyable, où l'art a un sens. Les lignes ont un sens, les couleurs ont un sens. C'est ma vie. Je suis obsédé par l'art. Le cerveau combine les signaux envoyés par nos sens. Il les transmet aux différentes régions des deux hémisphères. Ainsi, nous pouvons interpréter une multitude de messages sensoriels en simultané. Le cerveau contient un peu plus de 100 milliards de neurones dont chacun peut former jusqu'à 10 000 connexions.
Il faut bien un tel réseau pour traiter le flux d'informations envoyées par les récepteurs sensoriels du corps. Car à chaque instant de l'existence, tous les sens sont sollicités. La vie est multisensorielle. Ce que l'on regarde par exemple n'est pas juste le signal lumineux provoqué par les photons sur la rétine. L'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat participent aussi à la manière dont on regarde les choses. Mais le plus bel exemple de ce mélange des sens intervient lors de la dégustation d'un plat. Si on apprécie, ce n'est pas qu'une simple question de saveur en bouche, loin de là. C'est l'objet des recherches du professeur Charles Spence de l'Université d'Oxford. Manger et boire, ou disons la perception du goût, est l'une des expériences les plus multisensorielles qu'on connaisse. On n'en a pas toujours conscience. On a l'impression qu'on ne fait que goûter ou sentir. Cela fait partie intégrante du goût. Qu'en est-il du reste? Si vous parlez à des chercheurs en alimentation, pour eux, il n'y a rien d'autre hormis le goût. Mais nos recherches portent à croire que tous les autres sens, comme l'ouïe ou la vue, jouent aussi un rôle. On a tout particulièrement étudié le croquant d'une chips de pommes de terre. Les gens adorent les aliments croquants, croustillants et bruyants, même si le bruit de l'aliment ne contribue pas directement à l'apport nutritionnel. Pourquoi le son a-t-il une telle importance? Psychologiquement, il est possible que les aliments bruyants aient un goût qui dure plus longtemps que les aliments silencieux. Bienvenue dans la gastrophysique, une nouvelle discipline créée par le professeur Spence. C'est la science du plaisir de la table. La nourriture n'arrive pas directement dans notre bouche comme par miracle. Il y a toujours une interaction d'une manière ou d'une autre. Chaque fois qu'on boit, par exemple, c'est dans un verre, une bouteille, une canette, une tasse, un gobelet. Chaque fois qu'on mange un plat dans une assiette, on se sert d'un couteau, d'une fourchette ou d'une cuillère. Notre cerveau englobe le tout en un seul objet soumis à des interactions qui ne devraient a priori pas avoir d'importance. Mais la science montre qu'en fait, elles en ont. Depuis 2010, le chef Joseph Youssef cuisine à petit feu les recherches du professeur Spence. Il propose un voyage culinaire dans son restaurant laboratoire à Londres, le Kitchen Theory. Notre table offre une expérience multisensorielle et immersive. Notre but est d'intensifier les points de contact sensoriels dont les clients font l'expérience lors d'un repas. Messieurs, vous avez devant vous une assiette tsumikasa. Ce mot japonais est un terme philosophique qui signifie « dénicher avec gratitude ». Il nous vient de chefs au Japon qui, en se mettant en quête de leurs propres ingrédients, ont senti un lien avec la nature qui se raréfie de nos jours. Bon appétit! Ce plat est conçu pour transporter les gens vers un autre lieu. L'expérience prend en compte les projections, l'esthétique visuelle du plat et l'environnement sonore. Notre but est de transporter les gens au fin fond d'une forêt, au cœur de la nature. Je n'avais jamais mangé de la terre aussi délicieuse. C'est vraiment... Il y a quelque chose de miraculeux. Avec l'odeur ambiante, on a l'impression de jouer dans la forêt, d'être dans la forêt après la pluie. L'odorat est probablement l'un de nos sens le plus nostalgique et le plus évocateur. Si on peut s'en servir pour faire voyager les gens dans leur imaginaire à l'aide de différents éléments extérieurs, alors c'est un moyen formidable de faire vivre aux gens une expérience gustative immersive. C'est intéressant de sentir le goût prendre forme. J'ai vraiment été emporté dans l'imaginaire du monde aquatique, du fait de la puissance émotionnelle du contexte. En tant que chef, quand je parle de mes recherches et de mon travail, beaucoup de gens disent « Oui, mais la cuisine, c'est une question d'intuition, de création artistique, d'amour. » En effet, ça englobe toutes ces choses-là, mais c'est indéniable que le fait d'en savoir plus sur le processus scientifique et les principes qui ont lieu lors d'une expérience culinaire peut nous permettre d'intensifier cette expérience. Je ne veux pas que ça s'arrête.
J'adore. C'est fou. C'est incroyable. J'avais la chair de poule. C'est carrément dingue. La gastrophysique ne se limite pas à la haute gastronomie. Ces applications peuvent être très utiles pour notre quotidien. Le but ultime du chef Joseph et de son équipe, et mon but à moi, est de nous servir de nos résultats pour les appliquer au monde réel et aider les gens. On travaille avec un hôpital en Espagne qui traite le cancer afin de concevoir de meilleures expériences culinaires pour les enfants qui ne mangent pas assez en changeant la présentation des plats. Joseph travaille avec des écoles locales. On peut utiliser les différents éléments sensoriels pour concevoir de meilleures expériences qui encouragent les gens à manger davantage dans ces environnements. Les sens mènent leur propre existence, à notre insu parfois. Ils agissent dans l'ombre pour optimiser la perception du monde, la rendre la plus pertinente possible. Seulement parfois, le cerveau décide de battre la mesure différemment, d'orchestrer les sens d'une manière originale. C'est ce qui arrive aux synesthètes, des personnes qui associent tout le temps 2 sens ou plus. Liddell Simpson, par exemple, entend une mélodie dans sa tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je dis toujours aux gens que j'ai été sourd toute ma vie, mais je n'ai jamais connu le silence. Tout ce que je vois, touche, goûte ou respire se traduit par des sons. Liddell est sourd à 95%, mais phénomène rare, il peut parler. Une faculté développée par l'entraînement continu de son cerveau lorsqu'il était enfant. Quand je marche dans la rue, mes yeux captent l'environnement ambiant et le transforment en son. Là-bas, je vois le camion qui recule avec ses feux arrière et j'entends... J'entends le drapeau qui vole au vent et qui fait... Quand je vois ça tourner, j'entends... Je ne peux pas l'éteindre. Si vous mettez de la musique à plein volume derrière moi, j'entendrai quand même les sons provoqués par ma synesthésie. Ça forme un son doux continu, parce que je ne fais pas attention à tous les petits détails. Mon cerveau filtre l'excès d'informations inutiles. Depuis 10 ans, le professeur Jamie Ward explore l'univers sensoriel des synesthètes. Sa recherche est illimitée, tant il existe différentes formes de synesthésie. Les gens atteints de synesthésie ressentent le monde ordinaire de manière extraordinaire. Pour certaines personnes qui écoutent mes mots en ce moment, chaque mot peut avoir une couleur distincte ou apparaître en flash dans leur esprit, comme sur un téléimprimeur, ou être projeté sur une page, comme une lecture. Pour d'autres, quand ils voient des objets qui bougent, ils entendent des murmures, des bruissements très marqués. Ce sont des expériences extrasensorielles qui viennent s'ajouter à celles que les gens ont habituellement. Les synesthètes en sont conscients, donc ils peuvent en parler. Et ces expériences ont lieu systématiquement, donc elles ne sont pas contrôlables. Si on étudie la structure générale du cerveau d'un synesthète, on ne remarque pas d'anormalité flagrante dans le cerveau. Mais quand on étudie plus avant, on voit que leur cerveau diffère en de nombreux points. Pour les gens qui ont l'impression de toucher par la vision, les parties du cerveau dédiées au toucher et à la vision se relient entre elles, alors que ça n'arrive pas chez d'autres gens. Donc, tout porte à croire que les parties du cerveau qui ne sont pas habituellement reliées le sont chez les synesthètes. La plupart des gens qui regardent le film entendent les dialogues, la musique, les effets spéciaux. C'est pareil pour moi, sauf que j'entends une dimension sonore supplémentaire.
La plupart des synesthètes ne confondent pas leur expérience de synesthésie avec les vrais sons ou le vrai toucher. On ne sait pas encore précisément comment ils arrivent à faire la différence. Il se peut que, dans le cas de Liddell, les sons synesthétiques soient de la même nature que s'il écoutait des sons avec un casque. Donc ils n'ont pas la même origine spatiale que s'il entendait un oiseau voler, où là, l'espace est plus délimité. C'est peut-être ça qui aide à les différencier. 4% de la population mondiale serait synesthète à des degrés divers. Souvent, ces personnes ignorent qu'elles le sont, car pour elles, tout est parfaitement normal. Cette association inhabituelle des sens peut aller jusqu'à engendrer de véritables pouvoirs. Caroline Hart, par exemple, est kinésithérapeute. Elle sent physiquement la douleur de ses patients quasiment au même endroit de son propre corps. Ce phénomène est rare mais connu. Il s'appelle la synesthésie tactile miroir. Quand je regarde les gens, je m'identifie physiquement à eux. Si quelqu'un se gratte la joue, je le sens sur ma joue. Si quelqu'un a une entaille sur la main, je le sens sur ma main. Je fais un transfert corporel du point de vue de mon cerveau. Ressentir les mouvements des corps qui m'entourent alors que j'essaie de conduire nécessite beaucoup d'efforts de ma part. La jeune femme avec son téléphone dans les mains, par exemple, voilà ce que je ressens dans mes doigts. Je ne fais rien avec mes mains, mais je sens ses doigts bouger. On peut dire que ma vision et mon ressenti corporel ne font qu'un. On sait que les gens atteints de synesthésie visuo-tactile ressentent ce que les autres ressentent, mais on n'a pas encore déterminé dans quelle mesure cela leur permet d'éprouver ce que les autres ressentent. Par exemple, on ne sait pas si la douleur éprouvée par Caroline est semblable à celle qu'elle observe. D'un point de vue scientifique, rien n'est prouvé. Mais on sait que les gens atteints de synesthésie visuo-tactile ont une meilleure sensibilité tactile. Donc, ils peuvent identifier des zones de pression ou différents niveaux de tonicité musculaire. Grâce à l'imagerie cérébrale qui explique la synesthésie, des personnes comme Caroline sont aujourd'hui perçues comme des Human Plus, des humains augmentés, dotés de capacités sensorielles hors du commun. En tant que massothérapeute, j'ai un avantage au niveau du diagnostic, car la synesthésie visuo-tactile me donne un sensorium plus développé. Poussez, poussez. Parfait. Poussez. Toucher le corps de quelqu'un revient à toucher mon corps, donc ça m'aide dans mon travail. Je vois des zones où vos cicatrices ne sont pas mobiles. Je travaille avec un patient qui s'appelle Christopher. Il avait une scoliose tellement sévère qu'ils ont dû lui mettre des tubes métalliques dans le dos de chaque côté de la colonne vertébrale. Je connais bien vos cicatrices. Chaque fois que je les vois, j'éprouve des chocs électriques dans le dos. C'est vraiment bizarre. Quand je lui touche le dos, mon dos se raidit. Mais le fait d'éprouver ces sensations et de sentir ces tensions m'aide à savoir où sont les tensions dans le dos de Chris. Ça m'aide à sentir ce qu'il ressent. Je sens les tubes à travers vos muscles. Je ne les sens pas toujours nettement, mais aujourd'hui, je les sens vraiment bien. Alors que son dos se détend, les tissus sont plus mobiles. Et moi, j'ai moins mal au dos. Aujourd'hui, je le sens bien. C'est bien. Voilà. La synesthésie visuo-tactile me permet d'être plus reliée aux gens. Je n'ai pas peur de toucher les gens. Comme la plupart du temps, j'ai l'impression d'être cette autre personne et que j'éprouve ce que leur corps éprouve, pourquoi je ne pourrais pas aller serrer cette autre personne dans mes bras ou aller lui parler? Merci. Merci. Je pense que mon monde est plus riche, plus coloré, plus informé. Et c'est pour cela que les synesthètes sont plus créatifs.
Il voit des liens entre les choses que les gens normaux ne voient pas. Ce qui est intéressant chez les synesthètes, c'est que quand on les rencontre, ils semblent tout à fait normaux. C'est une façon différente d'être normal. Il y a plus d'une façon d'éprouver les sensations du monde alentour. Le silence, j'ignore ce que c'est. Le silence est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, le silence, ce serait la mort. Aussi puissant et malléable soit-il, le cerveau a malgré tout ses limites. Il lui arrive de ne plus être capable d'orchestrer correctement les sens, de ne plus gérer les informations sensorielles. Le remède peut consister à explorer les signaux provenant des parties les plus profondes de notre corps. Si on prend les pressions du monde moderne, on voit qu'on est constamment bombardé par des signaux sensoriels de notre environnement. Et le flot d'informations est non-stop. Le docteur Khalsa et le docteur Feinstein étudient les patients qui se sentent dissociés de la réalité et mal dans leur corps. Certains souffrent de syndrome de stress post-traumatique ou d'anorexie. Ce matin, on va vous mettre un moniteur ECG. C'est pour mesurer votre pouls, d'accord? Imaginez un environnement où, soudainement, le cerveau ne serait plus stimulé par des informations visuelles. Pas un photon de lumière. Pas de stimulation auditive du monde extérieur. Pas d'odeur. Pas de goût. Et ça, c'est ce qu'on appelle la balle magique. OK. Quand on enlève tous les sens externes, on arrive à un monde très riche. Vos sensations interoceptives. Cet appareil est synchronisé avec votre moniteur cardiaque. Les deux chercheurs proposent à leurs patients de faire le vide sensoriel. Ils offrent une véritable pause à son cerveau. On a décidé de créer une piscine flottante. C'est une piscine circulaire avec 30 cm d'eau. Dans cette eau, on a mis une grande quantité de sulfate de magnésium. Littéralement, une tonne de sel. Donc il s'agit vraiment de flotter. Vous flottez sur un matelas d'eau et vous vous immergez dans votre environnement où soudain votre corps extérieur perd ses limites. Son rythme respiratoire a baissé. L'interoception est la façon dont le cerveau évalue le statut du corps. Le corps va-t-il bien? Le corps est-il menacé? Le cerveau a accès à une multitude de signaux sensoriels. Ceux provenant des battements du cœur, ceux provenant des poumons, du système intestinal, de la vessie, des reins. Et nous pensons que pour chacun de ces signaux sensoriels interoceptifs, il existe des récepteurs et des voies permettant au cerveau de sentir et d'interpréter les informations. Dans l'heure qui s'est écoulée, où avez-vous senti vos battements de cœur? J'avais l'estomac qui gargouillait. Mais, disons, dans les oreilles et dans la tête. À l'issue de ces séances de piscine flottante, tous les patients partagent le même sentiment, celui de se reconnecter avec leur corps, avec leur monde intérieur. On essaie avant tout de définir la façon dont le cerveau capte ces changements afin de mieux comprendre quelles sont les voies empruntées et comment ces voies peuvent être dysfonctionnelles dans le cas de troubles de la santé mentale. Dans l'heure qui s'est écoulée, où avez-vous senti votre respiration? Prenons le cas de quelqu'un de très anxieux. Bien souvent, c'est lié à leurs sensations internes, leur pouls, leur respiration. J'ai des patients qui vont par exemple arriver aux urgences et dire « J'ai une crise cardiaque, je vais mourir ». En fait, c'est une attaque de panique. C'est psychologique.
L'expérience de flottaison permet aux gens de sentir leurs sensations internes, de sentir leur pouls, leur respiration, mais dans un contexte où leur système nerveux est complètement détendu. Pourquoi leurs patients réagissent-ils si bien à ce traitement? Que se passe-t-il dans leur cerveau? Le docteur Khalsa et le docteur Feinstein cherchent aujourd'hui la réponse en utilisant l'imagerie cérébrale. En tant que psychiatre, ce qui m'intéresse, c'est de développer des outils et des traitements aidant les gens à différencier le signal du bruit dans leur corps et dans leur esprit. Ok Rachel, on va commencer. Pour que les gens qui souffrent et qui se sentent prisonniers de leur corps puissent éprouver un soulagement et vivre une vie plus saine et plus productive. Si on prête attention à nos sens, intérieurs comme extérieurs, que l'on ménage notre cerveau, la perception du monde pourrait-elle devenir plus aiguisée, affûtée? Serait-on capable d'atteindre des sommets? Erik Weihenmayer a gravi les montagnes les plus élevées de chacun des continents, dont l'Everest. Peu de personnes ont réalisé cet exploit. Mais Erik est le seul à avoir atteint tous ces sommets sans jamais utiliser ses yeux. Erik est aveugle. J'ai perdu la vue à cause d'une maladie des yeux très rare. J'étais adolescent, j'avais 14 ans. C'est arrivé une semaine avant mon entrée au lycée. Donc j'ai dû trouver d'autres façons de capter les informations du monde alentour, grâce à mes autres sens. Et d'autres façons de découvrir la beauté du monde. Je n'ai pas eu une révélation me poussant à développer mes autres sens. Je l'ai fait car je voulais pouvoir découvrir le monde, l'explorer, vivre pleinement. Erik Weihenmayer est avide de kayak, de parapente, d'escalade, de trek, de vélo, de ski. L'aventure n'a aucune limite avec lui. Je voulais escalader les montagnes, faire du kayak. Je voulais être un aventurier. J'ai voué ma vie, disons les 30 dernières années, à l'escalade. En 2001, Erik a réalisé son rêve lorsqu'il a atteint le sommet de l'Everest. Au bout de cette route, tourne à gauche dans Ptarmigan. D'accord. C'est plus court de passer par là. Si on suit Erik en montagne, toutes les habitudes sont bouleversées. On ne marche pas grâce aux yeux, mais avec l'aide des oreilles. Attention, une pierre à gauche. Je ne pourrais pas faire ce que je fais si je n'étais pas en bonne forme physique et si mes sens n'étaient pas entraînés. La préparation est la clé de la réussite. Il y a des pierres en escalier. Attention à l'arbre. Merci. De rien. Quand je marche dans la montagne, je sens toutes les pierres. Je tâtonne partout avant de poser le pied. Je n'ai pas d'yeux pour regarder par terre et mettre mon pied exactement là où mes yeux me disent de le poser. Il y a un léger dénivelé. Reste bien à droite. Super. Ça représente 2 fois plus de travail. Voilà, c'est bien. On est sur du plat. Oui. Après, ça descend un peu. On est arrivé. Oui, je l'entends. Le rocher nous surplombe. On va monter sur la droite. C'est là qu'on va s'équiper. Il y a une saillie en contrebas. Super. Je vais me préparer. Cool. Voilà, t'es assuré. Tu peux y aller. C'est bien. Grimper, c'est relier les points. Et on doit parfois se mettre dans des positions incroyables pour relier les points. Lève le pied gauche. Voilà, super. Parfois, je ne vois pas le point que j'essaie de relier. Je dois verrouiller ma prise, faire un repérage et anticiper.
Si je sens une série de fissures, je dois me lancer en me disant qu'il va y avoir une prise. Maintenant, lève le pied droit. Voilà. Donc je monte ma main, je mise sur cette prise et je me remets à tâter le terrain. Super. Bien joué, Eric. Bravo. Eric a une technique qui peut servir à tous ceux qui font de l'escalade. Une fois qu'il s'engage dans une prise, que ce soit le pied ou la main, et même si c'est une prise inattendue, il tranche et il fonce. Il n'y réfléchit pas à deux fois. C'est assez unique chez les grimpeurs. Ouais, voilà. Super. Soulève-toi et mets le pied droit. Oui, là c'est bon. Quand on est aveugle, on ne peut pas se reposer sur ses yeux. Donc on se concentre sur d'autres choses. Ensuite, ce processus crée des voies dans mon cerveau qui me permettent d'avancer. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai développé des sens supersoniques, mais je ne vis pas les choses de la même façon. Je me concentre sur des choses différentes. C'est aussi simple que ça. La vision n'est pas dans mes yeux. Les yeux, c'est du matériel. La vision est dans votre cerveau. Et j'utilise tous mes sens pour obtenir des informations. Analyse. Sauce tomate bio au basilic. Mon cerveau traite les données provenant des bruits, des goûts et des odeurs, puis il crée une image visuelle dans mon cerveau. Au fil du temps, vos sens finissent par former une symphonie où ils cohabitent de concert. Et vous ne pensez plus à chaque sens de manière individuelle. Harmoniser tous nos sens. Cette symphonie est avant tout un apprentissage. Tu commences sur cette paroi et tu dois trouver un moyen d'aller de là à là. Eric partage son talent. Il a créé une fondation pour accueillir toute personne qui veut réaliser un rêve. Elle s'appelle No Barriers, pas de barrières. J'ai vu beaucoup de gens paralysés par des barrières, bloqués dans un mode de vie sans issue. No Barriers consiste à utiliser les outils et les compétences qu'un individu possède en lui pour tenter de les pousser aussi loin que possible. À ce jour, No Barriers aide chaque année 10 000 personnes à se dépasser, à développer leur manière de sentir le monde. Beaucoup de gens avec qui on travaille dans le cadre de No Barriers sont des gens qui veulent vivre pleinement. Ils sentent qu'ils ne vivent pas pleinement. Ils ont besoin d'un catalyseur, d'un coup de pouce pour sortir de cette prison. Le message d'Eric est simple. Si un sens vient à manquer, ce n'est pas une fatalité. Cela peut même ouvrir des perspectives inattendues. Il a partagé son expérience avec Mandy Harvey qui s'en est inspirée. Voici l'incroyable histoire d'une chanteuse totalement sourde. Testing, 1, 2, 3. Je vais vous expliquer l'organisation de la scène pour mon concert. Comme vous le voyez, la batterie est surélevée. Je fais ça parce que les vibrations sont tellement fortes que ça prend le dessus sur tout. Donc, j'ai besoin qu'elle soit surélevée pour que ça ne couvre pas toutes les vibrations que j'essaie de sentir. Ensuite, il y a le pianiste. C'est le leader du groupe. Il est placé là pour qu'il y ait une bonne communication visuelle dans le groupe. C'est la personne que je regarde le plus. Je pose ma main comme ça. L'accordeur est en train d'ajuster le piano et je le sens. La basse est directement derrière moi. Comme ça, les vibrations fortes et profondes qu'on ressent remplacent presque les battements du cœur. Et je bouge toujours pour rester en rythme. Ce n'est pas parce que j'ai envie de danser. C'est simplement pour garder le rythme. Bon, on reste en rythme. C'est parti. Mandy Harvey se destinait à une carrière de professeur de musique. Mais à 18 ans, elle perd entièrement l'audition suite à une maladie dégénérative.
Avant, je pensais que pour faire de la musique, il fallait absolument entendre, que c'était le sens le plus important. Mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas d'entendre, mais la façon dont on ressent les choses, les émotions de la chanson. C'est le fait de faire attention aux mots et à leur signification, de sentir la musique et de s'en imprégner. Si Mandy chante aujourd'hui, c'est en partie grâce à son père qui l'a poussée à essayer malgré sa surdité. Ce qui lui permet de trouver un sens aux choses, c'est le fait d'avoir développé cette conscience accrue du monde qui l'entoure. Elle sent, elle reconnaît les vibrations et les variations grâce à son oreille musicale interne. Mandy a développé une technique de chant unique. Elle se concentre sur les vibrations de ses cordes vocales lorsqu'elle émet une note. Je commence toujours avec un accordeur visuel pour voir le son que je fais. Je fredonne une note. Je le regarde bouger et je me cale pour voir où je suis. Après ça, je touche ma gorge pour sentir où est la vibration la plus forte. Ensuite, je fais quelques gammes et je sens la musique se déplacer dans mon corps. Je sens les notes qui résonnent dans la poitrine ou qui sonnent dans la cavité nasale. Donc c'est basé sur le toucher, la mémorisation et les muscles. Mandy a fini dans le top 5 d'une des émissions de chant les plus populaires aux États-Unis. Elle est constamment en tournée aux USA, au Canada comme en Europe. Sur scène, elle chante, elle joue du piano et du ukulélé. Mais encore plus étonnant, elle compose elle-même des chansons. C'est bizarre de chanter une chanson que je n'ai jamais entendue, mais que d'autres gens ont entendue. Ils disent oui, c'est une bonne chanson. C'est complètement différent de chanter une chanson que personne n'a jamais entendue. Ce soir, nous recevons Mandy. C'est une inspiration pour des millions de gens. Elle écrit des chansons alors qu'elle a perdu Louis. D'après moi, c'est vraiment un miracle humain. Quand j'ai appris l'histoire de Mandy, je n'arrivais pas à comprendre. J'ai même encore du mal à comprendre comment elle fait pour chanter avec l'oreille absolue. Accueillons chaleureusement Mandy Harvey, comme on sait le faire dans le Nebraska. Sa voix est tellement magnifique. Elle crée des émotions en vous. Je lui ai dit, c'est un don pour le monde entier. Tu devrais développer ce don aussi loin que possible. Il apporte de la joie aux gens.
j'ai découvert que la musique était en elle. Elle ne vient pas d'ailleurs. Et même après toutes ces années, c'est toujours aussi extraordinaire. Après avoir perdu Louis, je ne pouvais plus m'entendre pour me juger. Je ne pouvais plus me dire que ce n'était pas assez bien ou que telle ou telle personne était meilleure que moi. Je ne peux pas me rabaisser et me critiquer. Je chante et c'est devenu l'expérience la plus libératrice de ma vie. Les sens sont une force, et l'histoire de Mandy en est le plus bel exemple. Ils définissent profondément la personnalité de chaque individu et le connectent au monde. La beauté de la nature humaine est qu'il n'existe pas une seule manière de percevoir le monde, mais une multitude. Le cerveau en détient la preuve. Il ne fait aucune distinction. Il s'adapte parfois aux situations les pires jusqu'à développer d'incroyables facultés. Aujourd'hui, la science mesure l'importance et le potentiel des sens. Elle explore le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe et même nos sens intérieurs. Elle en mesure la finesse et la puissance. Elle apprend à mieux les connaître et ouvre les portes de nouveaux mondes sensoriels. Demain, le futur des sens sera, en un mot, En un mot. Pas facile. Un mot. Coloré. Merveille. Interconnectivité. Je ne sais pas si je peux résumer ça en un mot, mais je pense que c'est... Génial. Expérience hallucinogène? Mais ça fait 2 mots. C'est une question de technologie et peut-être aussi de biologie. Correspondance. Interoception. Interoception. Je ne sais pas.